entend bien. Hein, Alors, pourquoi voilà. Tout le monde vous entend bien et j'ai plusieurs messages sur le chat. Donc, vous pouvez continuer, Mathieu. Entendu. Alors, pourquoi un entre-deux à tout point de vue, comme le veut le titre de mon PowerPoint? Parce que, comme je le disais, dans personne autiste, personne avec autisme et toutes ces expressions quasi synonymiques, où se situe la personne et où se situe l'autisme? Y aurait-il une remise en cause mutuelle de deux conditions dans une même vie? Déjà, pour commencer à parler d'autisme, il faut passer par les travaux de recherche historiques. Et la toute première définition remonte à 1911, donc à plus d'un siècle. C'était à l'époque défini comme un symptôme de la schizophrénie par le psychiatre suisse Eugen Bleuler. Un détachement de la réalité combiné à la prédominance relative ou absolue de la vie intérieure. Et puis, il aura fallu attendre les années 40 pour que l'autisme soit séparé de la schizophrénie et défini comme un trouble à part entière. Nos enfants arrivent progressivement au compromis qui consiste à tâter prudemment un monde auquel ils ont été étrangers dès le début, a écrit Léo Kanner. En anglais, à l'origine, ça a été traduit dans les années 90. Et oui, les années 90, grande période de traduction dans le sujet. Et puis, plus tard, le psychiatre autrichien Hans Asperger, qui a cette fois-ci plus présenté la psychopathie autistique, comme ça a été appelé, comme un trouble de la personnalité plutôt que comme une pathologie. C'est là que la notion de personne commence à être mise en avant. Ce n'est pas seulement par le degré de perturbation de contact, par le niveau de l'intelligence et du caractère, mais par de nombreux traits individuels, des manières de réagir, des intérêts particuliers, que ces personnalités se différencient. Et puis dans les fins des années 70, là, on commence à parler de troubles du spectre de l'autisme, avant que cela ne soit défini officiellement. C'est-à-dire la répartition de variables entre des sous-groupes qui forment un continuum de traits qui n'ont pas le même degré de sévérité. Et donc, les mêmes auteurs, donc Lorna Wing et Judith Gould, qui ont développé ce concept de continuum, ont mis en avant différents paliers, c'est-à-dire de passif jusqu'à des interactions plus ou moins normales, en passant par actif mais bizarre, pour ainsi dire, selon que la personne est complètement indifférente, ou du moins ne le paraît à ce que font ses pairs, ou fait plus ou moins d'efforts pour parvenir à s'intégrer. Et c'est donc en 1913 en anglais, et ça a été traduit en français en 2013-2016, pardon, que le trouble du spectre de l'autisme a été défini officiellement. Communication, interaction sociale, intérêt restreint et répétitif. Voilà. Et puis, il y a une petite dimension sociale à côté de la dimension médicale du trouble, c'est que s'ils apparaissent dès la naissance, si c'est dès l'enfance que d'abord les parents et puis l'entourage plus large peuvent s'en apercevoir, eh bien, il y en a qui peuvent être diagnostiqués plus tardivement parce qu'ils auront fait beaucoup d'efforts pendant l'enfance sans savoir ce qu'ils ont, et à l'adolescence, voire à l'âge adulte, ils peuvent se rendre compte qu'ils sont différents parce qu'ils sentent que les exigences de leur environnement social peuvent être plus grandes. Comme quoi, il y a non seulement quelque chose que l'on a en soi, mais en même temps quelque chose qui apparaît de l'extérieur, qui reflète notre manière d'être.
Et comme je vais l'expliquer, il y a deux modèles différents du handicap en général, et par conséquent de l'autisme en particulier. C'est le modèle médical, comme quoi le handicap partirait d'une déficience de la personne, et puis il y a le modèle social, selon lequel c'est l'environnement qui crée des barrières. De ce fait, autour de l'autisme, il peut y avoir, par conséquent, beaucoup de notions sociologiques qui, euh, qui l'accompagnent plus ou moins implicitement. La pathologie, le handicap, la différence, la personnalité, c'est en quelque sorte un objet pluriel dans la mesure où il y a plusieurs facettes, mais qu'on ne peut pas embrasser tout ensemble. Et c'est justement ça le problème quand on sensibilise à l'autisme, c'est qu'on ne peut pas tout embrasser quand on en parle. On ne peut pas agir seul sur le sujet. Il faut que l'on soit plusieurs, que ce soit des familles, des adultes autistes qui sont intégrés, mais aussi des professionnels de santé, de l'éducation, des associations qui émanent la plupart du temps des familles qui partent de leur vécu personnel. Donc la question est de savoir comment se positionne le discours de sensibilisation, qui soit scientifique, journalistique ou institutionnel. Ce sont les trois sous-corpus que j'ai constitués pour ma thèse, uniquement en français et publié en France. Pour parler de handicap, déjà, il y a, selon les travaux historiques, plusieurs niveaux, à savoir la maladie ou le trouble qui est intrinsèque, la déficience, c'est-à-dire la fonction qui est atteinte par la maladie, l'incapacité, ce que l'on ne peut pas faire contrairement aux autres, et puis le désavantage social. Et le plus drôle, quand on compare le français et l'anglais, c'est que on parle de handicap en français. Cela fait écho au nom handicap, qui veut dire désavantage, selon le modèle de l'OMS, qui a été traduit par l'INSERM quelques années plus tard. Mais quand on pense à l'anglais, disability, qui est l'équivalent officiel de handicap en anglais, bah, on parlerait d'incapacité dans une langue et de désavantage dans une autre. Bon, même si dans ma thèse, je n'étudie pas l'anglais, mais uniquement le français, c'est quand même assez troublant quand on y pense. Est-ce que l'on pointe du doigt la déficience, ou est-ce que l'on met en avant le handicap que perçoit la personne qui le vit? Mathieu, Donc, quelque part, c'est Marianne qui vous parle. Je suis désolée de vous interrompre. On ne voit pas votre diaporama. C'est normal, vous l'avez pas encore activé? ah, c'est vrai. Vous êtes dans une introduction Ah oui, ou c'est vrai, le partage d'écran. vous l'avez un petit peu oublié? Ouais. Eh Voilà. oui, en commençant l'enregistrement et en trouvant les mots, j'ai dû Oui, me perdre un peu. mais je comprends. Voilà, donc vous étiez dans votre introduction, donc OK. Voilà, donc je vais Alors, est-ce que vous pouvez le mettre en 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 diaporama. ouais, Voilà, je vais donc vous remontrer tout ça. voilà. Je vais donc vous OK. remontrer tranquillement. Donc je vous Merci beaucoup, disais Mathieu. Mmh. maladie, déficience, incapacité, désavantage, comme quoi il y a plusieurs stades que l'on regroupe en une même notion. Et bizarrement, je vous comparais handicap en français et disability en anglais. Disability veut dire incapacité et handicap, désavantage. Comme quoi, c'est comme si on pointait du doigt l'incapacité dans une langue et le désavantage dans une autre. Tout à l'heure, je vous montrais toutes les notions qui sont autour de l'autisme. Et il y a une sociologue australienne, Judy Singer, qui a inventé le concept de neurodiversité dont je vous parlerai tout à l'heure, et qui explique que les différences neurologiques, en tout cas le militantisme en la matière,
suivent les catégories politiques de classe, de genre, de race, et même enfin, toutes les différences comme soi, c'est là aussi un continuum dans la sensibilisation et dans l'acceptation des différences. Donc j'ai envoyé le PowerPoint à Marianne, vous pourrez le recevoir, il y a toutes les définitions et tout, donc n'ayez crainte. Le discours de sensibilisation, donc je voudrais vous donner quelques exemples dans mes 3 sous-corpus. Le discours scientifique, donc il y a des études qui abordent le concept de neurodiversité. Bon, déjà par définition, la neurodiversité, c'est la coexistence de modes de fonctionnement neurologiques différents, que l'on soit autiste, trisomique, que l'on ait un trouble de l'attention ou de l'hyperactivité, des TOC, voilà, toute une palette. Mais bizarrement, quand on écrit le mot neurodiversité, on en parle plus comme étant un courant de pensée que d'une réalité neurologique. Voyez dans le texte de la sociologue Brigitte Chamac en 2015, le concept de neurodiversité a largement été diffusé dans les médias, alimenté la réflexion de mouvements activistes dans une logique d'empowerment pour développer une politique identitaire, etc. Pour parler sémantique, en écho à des auteurs tels que François Rastier, d'où la ponctuation pour présenter les sémis, donc les mots tels qu'ils sont écrits, et tout, on en arrive à une assimilation à un courant plutôt qu'à une réalité neurologique. Donc l'assimilation étant en quelque sorte le sens que le mot en lui-même peut prendre au contact des autres. Et il arrive aussi, dans la recherche ou ailleurs, qu'un même lexème, donc un mot qu'il soit au singulier ou au pluriel, au masculin ou au féminin, mais dont la racine est la même, prenne un sens différent selon la façon dont on l'écrit. Dans le texte d'Olivier Scarpa et ses collègues en 2012 sur l'imitation, selon que l'on considère l'imitation comme compétence unique ou comme une palette de façons de faire différentes, au singulier ou au pluriel, là on opère une dissimilation, c'est-à-dire que le sens n'est pas le même. Il est unique ou pluriel. Et quand on l'emploie au pluriel, il y a des façons d'imiter qu'un enfant ou un adulte peut faire plus ou moins facilement, contrairement à d'autres imitations immédiates, différées, d'actions simples ou complexes, familières, nouvelles, etc. Comme quoi, l'auteur et le lecteur sont amenés à coopérer. Umberto Eco a développé le concept de coopération textuelle entre l'auteur et le lecteur. Il y a des auteurs qui savent comment les lecteurs vont interpréter les mots tels qu'ils sont écrits, et des lecteurs qui savent ce que ça veut dire, ce qu'ils ont voulu dire, ces auteurs, et ont les connaissances suffisantes pour ça. Et puis, il y en a qui émettent des hypothèses. Donc, contrairement à ces auteurs et lecteurs modèles qui savent bien, ce sont des auteurs et lecteurs empiriques. Mais là, il est plus... est-on vraiment modèle ou empirique à 100%? On ne peut pas vraiment le savoir. Un linguiste n'est pas dans la tête des auteurs et des lecteurs. Il ne peut que supposer à partir de la politique linguistique qu'il a étudiée. Dans les médias, autre discours, quand on sensibilise à des formes d'autisme différentes, par exemple le syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme parmi d'autres, que l'on connaît plus pour le génie des personnes concernées dans des domaines de prédilection, qu'il s'agisse de l'informatique, des chiffres, des langues, des arts et tout.
À titre d'exemple, il y en a qui s'intègrent tellement bien, qui ont beaucoup été aidés, épaulés pour arriver à s'intégrer, qui veulent plus mettre en avant leur forme d'autisme comme étant une différence plutôt qu'un handicap. Et de ce fait, au fur et à mesure que l'on lit les sémis ou les groupements sémiques qui les entourent, syndrome d'Asperger, être autiste, comparé à un monde de non-autistes, par exemple dans le texte à droite, c'est un sacré challenge, comme quoi il y a une identité sémantique entre la différence telle qu'on l'aperçoit et la condition dans l'environnement qui nous entoure, ce qui fait plus écho au modèle social de l'autisme qu'au modèle médical pour le coup. Et c'est là que la sensibilisation à l'autisme est intéressante, parce que le modèle social se confronte au modèle médical que l'on connaît au départ. Pareil aussi, quand on met en avant une fondatrice d'une société, ce qui aurait pu être une présidente d'association, mais avant tout mère d'un enfant diagnostiqué Asperger, on y voit au départ une incompatibilité. La mère d'un enfant, d'un individu autiste parmi d'autres, qui fait de la sensibilisation collective en tant que fondatrice d'une société de conseil, il y a comme une incompatibilité sémantique, parce que qui parlerait pour tout le monde en partant d'une expérience propre à soi-même? Bah, on a toutes les raisons au final de parler de personnes autistes au pluriel, parce que par définition, chaque personne est considérée en elle-même, consciente de son existence, et donc, au pluriel, c'est tout un ensemble de personnes à part entière, plutôt qu'une pure et simple communauté. C'est là que le mot personne au pluriel en français fait la différence avec l'anglais people, certes pluriel de person, mais qui prend un aspect communautaire dès qu'on le met au pluriel. Cela fait penser à peuple en français. Dans le discours institutionnel, cette fois, donc porteur de valeurs, que ce soit par des associations, des centres de ressources autisme et tout. Eh bien, quand on parle d'inclusion dans le texte tout en bas de Christine Philippe, qui peut se prétendre parfaitement autonome ou parfaitement inclusif? Le mot inclusion a été mis en avant pour présenter des actions collectives, des actions pour tout le monde, inclusion scolaire, inclusion professionnelle. Tout le monde doit gagner à s'intégrer. Le problème, c'est que on a beau présenter un idéal pour tout le monde, finalement, une personne ne peut pas vivre cela de la même façon que toutes les autres. Et quand on parle de personne cette fois, de la personne autiste, dans le texte du Centre de ressources autisme Alsace en 2017, finalement, on ne peut pas généraliser sur les comportements des personnes, parce que s'il y a des traits communs qui rassemblent les personnes autistes, chaque personne est amenée à travailler sur elle-même. C'est pourquoi il y a des auteurs qui pensent à modaliser le discours de sensibilisation. Il peut arriver qu'ils se jettent au sol et qu'ils se mettent à hurler en se cognant la tête dans un environnement où il y a trop de stimuli visuels, auditifs, olfactifs et tout, quand la personne est submergée. Elle peut passer des heures à construire des tours avec des Legos, une activité fétiche en quelque sorte. Une personne pourtant sans déficience pourra avoir du mal à expliquer ses états émotionnels.
Donc, plutôt que la personne se jette au sol, se met à hurler, elle passe des heures, voilà, plutôt qu'un présent de vérité générale, il y a une cohérence entre la modalisation et la notion même de personne, d'où l'identité sémantique que j'ai soulignée tout en haut. Donc voilà, la production du sens, c'est-à-dire les mots, le sens dans les mots tel qu'on le lit dans le dictionnaire, par exemple. Je parlais du mot anglais people pour personne au pluriel. On dirait en français par équivalence les gens, mais on ne dit pas les gens autistes dans la sensibilisation authentique en langue française. Personne en nombre indéterminé, considéré collectivement. La personne, donc individu défini par la conscience qu'il a d'exister, individu étant un tout, une entité à part entière dans l'humanité. Et si je me rappelle mes statistiques dans mon corpus, on attend plus que l'on parle de sujets dans le discours scientifique. Simplement, dans le corpus tel que je l'ai constitué, là où la langue normée, c'est-à-dire l'organisation des valeurs, des signes en tant que système, on voudrait plus parler de sujets, dans la langue interne, selon les travaux de Saussure, c'est-à-dire l'organisation psychologique des valeurs de ces signes par les locuteurs impliqués dans la cause, j'ai trouvé 2 fois plus le mot personne, c'est-à-dire dans les 860 occurrences contre 430 pour sujet. Comme quoi, il y a un enjeu sociétal du respect de la personne dans la conscience qu'elle a d'exister quand on étudie le sujet. Pareil aussi quand on confronte les mots inclusion, intégration et insertion. Comme je vous le montrerai tout à l'heure dans le PowerPoint, intégration et inclusion sont employés avec peu d'écart, mais on parle d'inclusion et d'environnement inclusif, mais on ne peut pas dire qu'une personne s'inclut, alors qu'on peut dire qu'elle s'intègre. Du coup, entre l'autisme et la personne, il y a des mots qui sont employés qui font référence aux deux. Et ça fait donc 2 regards différents. Alors que insertion, par exemple, on peut moins le lire dans le discours de l'autisme parce que les efforts que font la personne et que fait et son environnement pour l'intégration de chacun, finalement, intégration de tout à chacun qui est censé mener à l'inclusion, puisque ça fait, il y a un effet papillon, pour ainsi dire. Ça va au-delà d'une simple insertion dans un cadre qui est censé être le même pour tous, avoir un travail, un logement, une vie sociale. Et si on décompose les entités lexicales que sont personnes autistes et personnes avec autisme, par exemple, donc le sémème personne au singulier et le sémème du pluriel et tout, comme je voulais décomposer en sème et tout, autisme et la dérivation adjectivale autiste, on peut bien voir que l'adjectif épithète autiste, ça revêt plus un caractère identitaire, cela fait partie de nous. Tandis que avec autisme, la volonté, notamment des professionnels de santé et de l'éducation, serait la personne avant le diagnostic. Donc, la préposition avec opère une séparation.
Et donc, dans personne et dans le pluriel, on opère implicitement des réécritures de la diversité des individus. Et puis, autisme, handicap, communauté, tout ce que ça fait écho. Alors que dans personne autiste, quand on confronte les différents mêmes entre eux, on peut trouver beaucoup plus de sens. La diversité des personnes, le groupe, donc concerné par une même condition avec le pluriel des personnes, la singularité qu'engendre l'autisme, et donc quand on s'en fait une identité, l'individualité de chacun et la communauté, et donc la personnalité. C'est pour ça justement que l'entité personne autiste est fortement privilégiée aujourd'hui dans le discours de sensibilisation à l'autisme. Même si on peut lire de part et d'autre personnes avec autisme, personnes du spectre autistique aussi, là c'est émergent, on le lit encore peu, mais il y en a qui vont essayer de parler du spectre de l'autisme sans parler de troubles. En anglais, c'est beaucoup plus fréquent, people on the autism spectrum. La culture du militantisme n'étant pas la même, on peut bien le comprendre. Et puis, quand on confronte toutes les entités, personnes autistes, personnes avec autisme, personnes atteintes d'autisme, bah, il y a donc tout plein d'opérations interprétatives que l'on peut donner, actualiser quand on ajoute un élément de signification, virtualiser quand on veut en écarter un. C'est justement la terminologie linguistique de Rastier sur le sujet de la sémantique interprétative. Voyez par exemple comment on peut virtualiser aussi bien la pathologie et le handicap dès lors que l'on parle de personnes, que l'on peut actualiser les notions d'identité et de communauté quand on parle de personnes autistes. Au départ, personnes avec autisme, plutôt. Et tout. Ouais. Dans autisme, dans atteinte d'autisme, là, atteinte, c'est la souffrance que l'on met en avant. Dans avec trouble du spectre autistique, on met en avant la diversité à travers le mot spectre. Quand on parle aussi du syndrome d'Asperger, il y en a qui reprochent à d'autres de faire du nom Asperger quasi synonyme d'autisme, alors que c'est faux. Quand on lit syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, on met bien en avant le fait que Asperger fait partie d'une classe sémantique qui comprend plusieurs profils. Forme légère, autisme léger. Certes, on met en avant Certes, on le connaît avant tout comme une pathologie, mais le fait que ce soit léger, on veut écarter le fait que ce soit une maladie. Sans retard, sans déficience, pareil, on veut les écarter. Méconnues, particulières, et ce que l'on dit peu de l'autisme, c'est que c'est un handicap invisible. Invisible, c'est-à-dire que on peut voir les déficiences d'une personne fortement atteinte, mais on ne sait pas quelles sont ses capacités. De même, il y en a beaucoup qui ont des capacités très grandes, mais qui masquent leur handicap. C'est notamment le cas des femmes autistes qui sont sous-diagnostiquées aujourd'hui, mais aussi parce que biologiquement, elles ont plus la capacité de camoufler leur handicap. Elles sont considérées comme des caméléons sociaux. Cela donne raison au fait que l'autisme est un handicap invisible, non seulement biologiquement, mais aussi en fonction de l'éducation que l'on reçoit.
On lit aussi autisme de haut niveau ou de bas niveau. Ces entités lexicales n'ont fait l'objet d'aucune entrée dans une classification quelconque, mais certes, cela peut créer de la discrimination aux yeux de certains, mais on est plus en contact avec la diversité des profils. Ce qui là est très intéressant parce que là où la langue normée, encore une fois, dans les travaux de Saussure, cités entre autres par Jean-Paul Broncard en 2008, là où la langue normée voudrait que l'on parle de troubles du spectre de l'autisme, mais pas de syndrome d'Asperger, d'autisme de Kanner, d'autisme infantile ou d'autres, la langue interne invite plus à parler encore aujourd'hui d'Asperger, de Kanner et tout le reste, parce que le grand public n'est pas à même de comprendre la notion de spectre à elle toute seule. Ça ne suffit pas pour en voir la couleur. Et donc, on va mettre entre guillemets autisme de haut niveau ou autisme de bas niveau, ou alors la mise à distance peut se voir avec autisme dit de haut niveau ou dit de bas niveau. Il y a des reformulations qui montrent justement qu'il y a des choses que l'on voit et des choses que l'on ne voit pas. Voyez comme auteur et lecteur peuvent s'accorder avec des reformulations. Dans ce sens-là, je me considère comme un analyste du discours à la française, avec tout le travail de décodage que cela implique. Je ne fais pas de critical discourse analysis. Voilà. Et donc, statistiques à l'appui, on peut voir qu'il y a ou non la reformulation avec le participe passé du verbe dire, ou alors avec les guillemets, comme quoi ça émerge. Je vous parlais de intégration, inclusion, je vous disais il y a peu d'écart, mais dans les 3 sous-corpus, c'est le mot intégration qui l'emporte parce que même si on travaille à créer un environnement inclusif dans tel ou tel pays, chaque personne est autant amenée à faire des efforts pour trouver sa place que son environnement. Et bien sûr, il y en a qui ont créé le mot inclusion à cause justement des démarches actives que l'on est amené à demander aux personnes qui s'intègrent. On veut en quelque sorte rééquilibrer les rapports de force. Mais voilà, il y aura toujours un balancement, un entre-deux, d'où le titre de mon PowerPoint à l'origine. Pareil aussi, quand on parle de la sensibilisation à l'autisme, le mot personne, on peut le considérer comme fortement institutionnel, qu'il l'emporte largement sur d'autres mots tels que enfant, adulte, gens, individu, sujet, alors que, comme je le disais, sujet est plus scientifique, mais c'est le mot personne qui est plus employé. Et d'un point de vue médiatique, on comprend aussi que personne l'emporte largement. Pareil, comme je le disais, langue normée, langue interne, et puis il y a le discours dans lequel les mots, les notions se refabriquent en permanence. Pareil aussi, je parlais de la modalisation. Il y a plusieurs manières de montrer que toutes les personnes autistes ne fonctionnent pas de la même manière. Certains ou certaines, majorité, minorité, parfois une partie d'eux. Mais c'est l'auxiliaire modal pouvoir qui se prête le plus facilement au discours parce qu'il fait écho aussi bien au prototype de l'autisme médical et social tel qu'on peut le décrire avec tous les mots qui l'accompagnent, sans pour autant généraliser, parce que chaque personne peut faire ou
peut ne pas faire quelque chose, un comportement spécifique. Donc, il se prête beaucoup plus à cet entre-deux dont je vous parle que tous les autres modalisateurs réunis. Et il est même plus employé que tous les autres réunis, justement quand on fait l'addition. On peut comprendre la préférence discursive ou sémantique de ce fait-là. Tout ça pour vous dire qu'il y a un réel effort de construction du discours. Et si l'on veut résumer un peu la place de la personne et de l'autisme, quand on met en avant deux cercles, où là, médical d'un côté et social de l'autre, pardonnez-moi, j'aurais dû compléter, l'autisme, c'est en quelque sorte l'intersection des deux cercles qui peut plus ou moins être fort, et puis la personne, ce sont les deux. Comme quoi, une personne n'est pas qu'autiste. N'hésitez pas après à me poser toutes les questions que vous voulez. Alors, pour conclure tout ça, la personne avant le diagnostic, oui, mais voilà, person first language d'un côté et identity first language, deux écoles qui se sont opposées, mais qui sont toutes les deux légitimes au final. La notion de personne dans personne autiste, aussi bien intrinsèquement dans les mots que distribuée dans le discours, au sein de tout un réseau lexical et discursif, la notion de personne reprend sa place de noyau en tant que dans le syntagme. C'est une façon d'interpréter que Paul Ciblot a mis en avant en parlant de vivre ensemble. Comme quoi, au départ, le verbe vivre, l'infinitif nominalisé, n'est que le constat de l'existence et tout repose sur ensemble, qui montre justement que d'un point de vue politique, religieux, c'est le fait de vivre ensemble qui est important. Et donc, j'ai voulu l'appliquer à personne autiste. Comme quoi, l'emploi du mot personne n'est pas qu'un politiquement correct. Il y a une vraie interprétation sociologique derrière. Et puis, cela rejoint une question qu'avait posée Hans Asperger, telle qu'elle a été traduite plus de 50 ans plus tard. Comment une personne aux relations perturbées peut-elle vivre avec une telle conscience de son environnement ? La réponse, elle n'est pas entière. Il y aura des éléments de réponse avec le temps. Et donc, pour résumer un peu tout ce qui se passe derrière la sensibilisation à l'autisme, c'est en quelque sorte toutes les forces, tous les rapports de force historiques des classes, de classe, de handicap, de genre, etc., d'un côté, et de l'autre, un moi incomplet qui ne cesse de se réinventer. Un point toujours en mouvement entre le libre arbitre et le déterminisme neurologique, entre l'essentialisme et la construction sociale, etc. Comme je le disais, un entre-deux, et toutes ces citations, le discours les reflète, en quelque sorte. Merci pour votre attention. Voilà donc pour résumer une citation qui m'a paru fortement révélatrice sur le travail de médiation linguistique que j'aspire à mettre en avant dans ma thèse, que j'espère soutenir dans un an. Avez-vous des questions ? Je suis tout oui. Merci Mathieu. Je vous en prie. Merci Mathieu de votre conférence très précise et très tout à fait dans le... Alors attendez, je vais remettre ma caméra. Voilà, tout à fait dans l'axe linguistique du séminaire. Merci beaucoup. Alors, il y a déjà une question de Marie Sertiman qui l'a posée
via le chat. Donc, elle précise que c'est une question qui lui semble un petit peu en dehors du cadre pédagogique du cours, mais je pense qu'elle est tout à fait liée. Comment voyez-vous le discours de la différence des individus TDAH, HPI, souvent apparentés à des autistes Asperger, surtout quand il y a un diagnostic à l'âge adulte? Surtout quand il y a un diagnostic à l'âge adulte. Bah, la différence, ben, comment dire, elle n'est pas que, disons que le discours que j'étudie, bah, c'est d'abord l'autisme et je ne suis pas vraiment expert des autres pathologies en question. Néanmoins, le discours de la différence, dirais-je, qu'il soit qu'il concerne les personnes autistes, que les personnes qui ont des TDAH, des TOC, qui sont zèbres au potentiel, bah, j'ai envie de dire, quand on parle de neurodiversité, quand on dit ou écrit le mot, on en parle plus, comme je le disais tout à l'heure, comme étant un courant plutôt qu'une réalité neurologique. Mais ne gagne-t-on pas à, à parler de la diversité sans la nommer? Rien que le fait de, de présenter les différences en elles-mêmes, que ce soit le sens du détail chez les personnes autistes, mais aussi la créativité débordante chez les hauts potentiels ou même les TDAH, à titre d'exemple, bah, cela sous-entend l'existence d'une neurodiversité, mais sans connotation. Bon, je vous disais créativité débordante à la seconde chez les TDAH et sens du détail chez les autistes. Ce sont des exemples des traits qui sont les plus forts, les plus marqués. Mais je ne peux pas vraiment en dire plus, puisque ce que j'étudie au final, c'est pas le discours clinique à lui seul, c'est vraiment la sociologie du discours. Je suis sociolinguiste, pas professionnel de l'autisme. Marianne, peut-être avez-vous une réaction? Non, non, bah, moi j'ai une réaction sur ce que vous venez de dire parce que ça correspondait à une de mes questions. Quand vous dites effectivement que vous n'êtes pas un spécialiste médical ou bien vous n'êtes pas un psychologue, mais vous êtes sociolinguiste. Vous avez dit tout à l'heure que vous faisiez une analyse du discours à la française. Alors moi, j'aimerais bien justement vous interroger là-dessus, c'est-à-dire à quels outils vous pensez quels sont les mécanismes discursifs de marginalisation ou d'oppression ou de stigmatisation ou d'invisibilisation des autistes auxquels vous pourriez penser et qui, nous, dans notre travail d'analyse du discours intersectionnel, pourrait nous aider effectivement à sortir du point de vue universel de cette épistémologie zéro qui fonctionne pour le colonialisme, mais qui fonctionne aussi pour les neurodiversités, par exemple. Bah, comme je l'ai beaucoup mis en avant, ne jamais s'en tenir à la terminologie à elle seule. Toujours regarder le contexte pour voir qu'il y a certes des phénomènes de marginalisation, d'oppression, mais aussi, mais aussi des phénomènes de sensibilisation plus positive. Et c'est tout le travail justement de l'interprétation de l'implicite euh, à côté justement de la terminologie explicite autour de l'autisme. Si je me réfère par exemple à, à une maman qui explique à la presse comment fonctionne son enfant au quotidien, c'est pas dans les termes de l'autisme qu'on va voir la personne, mais dans l'idée elle-même. Il supporte la collectivité, mais elle l'épuise. Phrase que j'ai retenue dans un article de presse. Comment peut-on supporter la collectivité si elle nous épuise? C'est que l'enfant ou l'adulte
travaille sur lui-même en permanence. Elle l'épuise parce qu'il fonctionne différemment et qu'il lui faut faire beaucoup d'efforts pour comprendre son environnement, mais il la supporte parce qu'il est conscient des efforts qu'ils font. Et supporter fait écho à la personne, autant que épuiser fait écho à l'autisme. Des sémis non lexicalisés, tout un travail sémantique que tout le monde est amené à faire. Et comme on le disait l'année dernière à Poitiers, où l'on avait fait un colloque tous ensemble, il y a un doctorant en philosophie qui a dit « Dès lors qu'un linguiste intervient pour étudier le discours, il n'y a plus d'idéologie. » Il y a tout un travail d'analyse et de compréhension qui rend la chose plus positive. Donc, je serais presque tenté de dire qu'il n'y a plus ce phénomène de marginalisation quand on comprend tout ce qu'il y a derrière les reformulations, derrière les références implicites qu'il y a dans le discours et que tout le monde peut comprendre. Le lectorat a autant les clés en main que les auteurs pour ça. D'accord. Mais ce qui m'intéresse dans votre réponse, c'est cet exemple que vous donnez, que je trouve tout à fait intéressant. Il supporte la collectivité, mais ça l'épuise. C'est ça? Voilà. Oui, Moi, je collectionne les mais. ouais. J'ai une petite collection de mais. Ce mot est un des outils tout à fait intéressants et très féconds en analyse du discours, ce tout petit mot qui est très rarement oppositif, mais qui est souvent un inverseur de stéréotypes. Et là, c'est exactement ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il supporte la collectivité, et donc l'inférence, ça serait, et donc il est peut-être pas tout à fait à l'aise, mais donc ça fonctionne, mais hein, voilà, l'inverse du stéréotype positif, c'est cet épuisement, hein. Donc il y a à un moment donné un inverseur de stéréotype. Et je pense que, par exemple, quelqu'un qui étudierait le discours des autistes, le discours sur l'autisme, pourrait très bien, par exemple, ouvrir une catégorisation des discours en mais. Hein. Et ça, il me semble que l'inversion du stéréotype est assez typique de la situation, enfin du discours du sujet autiste, où là c'est le discours de la maman, c'est-à-dire du discours du sujet qui vit dans l'environnement d'un autiste. C'est intéressant ce que vous m'avez dit à propos du mais, parce que moi-même, dans ma thèse, j'ai identifié la forte présence du mais dans le corpus, du mais en tant que marqueur discursif, que ce soit pour réfuter une idée initiale que pour ajouter une précision. Et c'est justement ce double sens potentiel qui fait les nuances. Parce qu'il va y avoir des idées réfutées, comme il va y avoir des précisions dans des idées initiales. Le discours du mais, ça peut être une ouverture, bien entendu. Et il y a autre chose qui me semble intéressant pour notre outillage théorique et méthodologique en analyse du discours. Et ça rejoint, alors Maris a rédigé une réponse à votre réponse. Je comprends, oui, effectivement, la question de la différence comme critère d'essentialisation discriminative est assez juste. Et effectivement, la question qu'on a à se poser, nous, en analyse du discours, c'est la question du sujet. C'est la question du sujet parlant, du sujet pensant, du sujet situé, etc. Et l'analyse du discours intersectionnel va modifier assez profondément quand même la conception du sujet, de l'analyse du discours française classique que vous avez mentionné, et de toute la linguistique en général, où malgré tout, encore maintenant en 2021, la conception du sujet est une conception blanche, neutre, enfin blanche au sens neutre, mais blanche aussi, hein, c'est-à-dire c'est le fameux sujet neutre de la science occidentale objective, etc. Et il ne me semble pas que jamais en analyse du discours, un analyste du discours ait envisagé le point de vue
d'un sujet parlant autiste, par exemple. Hein. Toute la littérature énonciative, à commencer par la doxa benvenistienne, repose sur une espèce de neutralité abstraite. Alors, ce n'est pas l'énonciation en elle-même que j'étudie dans ma thèse. Je dis énonciation en tant que discipline linguistique. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est les phénomènes de cohérence, de compatibilité ou d'incompatibilité entre les mots dans la co-construction du sens. Et même aussi la mise en avant d'univers communs ou de références. C'est aussi François Rastier qui l'a mis en valeur dans ses travaux sur la sémantique. Quand, par exemple, une chercheuse ou un chercheur définit les habiletés sociales chez toute personne qui soit comme les compétences qui nous rendent socialement acceptables, ce qui est légitime bien entendu, puisque toute personne est amenée à apprendre à socialiser, et qu'à côté de ça, il y a des militants eux-mêmes autistes qui reprochent aux neurotypiques, comme ça qu'ils les nomment, de nous faire jouer la comédie pour s'intégrer. Qu'est-ce qu'il y a de commun à la définition de l'entraînement aux habiletés sociales et au fait de jouer la comédie, le regard des autres? Il faut savoir le repérer dans les deux. Et dès lors que l'on pointe du doigt ce qui est sous-jacent au concept de normalité, le regard des autres, la norme, on réfute le caractère absolu de cette normalité, parce qu'on objectivise. Et oui, c'est tout un travail implicite qui se dégage au croisement des textes et à leur lecture. Mais alors, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi vous insistez autant sur l'implicite. C'est-à-dire que pourquoi vous présentez donc le travail finalement d'intégration du sujet autiste comme un sujet social finalement comme un autre, avec ses aspérités, avec ses difficultés, mais comme un sujet social au sens plein. Donc, ce que ne fait pas la science normative. Pourquoi ce travail d'intégration, pour vous, reposerait beaucoup sur l'implicite? Pourquoi est-ce que ça ne reposerait pas sur des mises en discours explicites, des procédures justement de dénonciation de la marginalisation et de la normalisation, des procédures de remise en compte et de remise en cause de notre imaginaire à tous, qui est un imaginaire normé et qui est un imaginaire neurotypique, comme vous le dites. Vous voyez pourquoi je vous pose cette question? Pourquoi vous insistez sur l'implicite? Qu'est-ce qui est si important pour vous? Parce que tous les termes techniques de la sensibilisation à l'autisme, Ouais. ça présente l'autisme et pas la personne. Si D'accord. ce n'est que l'on dit personne autiste ou avec autisme, par exemple. Et l'exemple que je vous ai donné, il supporte la collectivité, mais elle l'épuise. C'est un exemple de mots censés évoquer la personne sans qu'on ne dise ou écrive personne. C'est Ferdinand de Saussure qui a écrit dans son cours de linguistique générale, en quelque sorte, qu'un mot peut faire penser à un autre. Autant que il peut y avoir des dissimilations entre deux occurrences d'un même mot, ou lexème être normal et avoir une vie normale, par exemple. Normal peut ne pas vouloir dire exactement la même chose dans la norme ou les mêmes droits. D'accord. Est-ce que parmi donc la vingtaine de personnes qui écoutent, il y a une question. Alors, Eugénie a une question. Je viens de voir. Voilà. Vous la lisez tous? Je vais la lire pour tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde voit le chat. Une question moins posée à Mathieu, mais en résonance avec la notion évoquée la semaine dernière d'énonciation ventriloque.
Est-ce que la notion d'énonciation ventriloque pourrait être une catégorie d'analyse dans ce type de thèse? Les exemples mentionnés par Mathieu m'y font penser. La maman qui suppose que son enfant se sent épuisé et le dit. Ai-je bien saisi l'emploi de la notion? Mathieu, dans les cours précédents, j'avais proposé la notion d'énonciation ventriloque qui me semble être une posture un petit peu de destitution interprétative du sujet. C'est l'idée que vous parlez au sens propre à la place d'un autre. Effectivement, là, la maman parle. Alors voilà, la question c'est est-ce qu'elle parle de son enfant ou est-ce qu'elle parle à la place de son enfant? Elle parle de son enfant. Mmh. Elle parle de son enfant, mais à la place de son enfant, ça peut se faire aussi naturellement quand les familles s'engagent dans la cause de l'autisme et qu'il y a des enfants qui sont non-verbaux, à titre d'exemple. Oui, ouais. C'est une nécessité naturellement Mmh. et certes, ça peut causer, un phénomène de marginalisation, mais c'est aussi une nécessité. Il faut savoir, confronter tous ces motifs-là pour comprendre, le bien-fondé du discours. Il n'y a pas lieu de ne faire que de la dénonciation, à mon sens. Là, je me revendique encore une fois comme analyste du discours et pas de linguiste CDA. Oui, Enfin, je pense. et puis vous parlez aussi, à partir de votre position, à partir d'une position située, effectivement. À partir, vous parlez aussi de l'intérieur de l'autisme, ce Ouais. qui est, voilà, ce qui est une véritable position. Alors justement, là je reprends un petit peu, la mise au point très forte et très claire que, Gloria Franza, a fait sur, sur le lien entre, sujet, identification et histoire. Mmh. Où elle expliquait que, en analyse du discours, on a cette notion d'identification, hein, et non pas, d'identité. Cette notion d'identification où, la manière dont on se perçoit, dont on se situe, dont on se dit, dont on se pose, dont on se présente dans le monde et donc du coup, la manière dont on voit les autres repose sur, un mécanisme d'identification. C'est ce que Lacan appelle l'imaginaire. Bon, chez nous, ça va s'appeler l'identification et c'est vrai que le processus d'identification dominant, il est, encore une fois, normatif, peu situé, surtout dans la recherche. Il est, universel et les identifications, particulières, marquées, donc situées, vont toujours justement apparaître comme marquées et situées. Et donc, ma question, enfin ma demande, c'est, est-ce que vous diriez qu'il y a, comme c'est le cas dans, la dimension du genre, dans la dimension de la race, dans la dimension de la classe, est-ce qu'il y a, un mode d'identification spécifique, à l'autiste, par exemple? Un mode d'identification spécifique, bah, dans quel sens entendez-vous le mode d'identification? Les critères diagnostiques, depuis un certain nombre d'années, c'est, il faut qu'il y en ait au moins 2 ou 3 dans telle ou telle partie pour, qu'ils soient diagnostiqués autistes, ce qui sous-entend déjà l'existence d'un spectre. Ouais. Et puis, même pour un spectre, il y a une triade, interaction sociale, communication, imagination, comme c'était dit, au Mmh. départ. Maintenant, intérêt restreint et répétitif, donc les activités des enfants, par exemple, souvent plus solitaires. Mmh. Mais après, le discours clinique ne suffit pas, il faut élargir les horizons. Mmh. Et quand vous parliez d'identification, bah, ça me fait à nouveau penser à la reformulation des entités autisme de haut niveau ou de bas niveau, Oui, oui, au ouais. niveau de fonctionnement,
pour l'anglais high functioning ou low functioning autism, Mmh. comparé à la mise à distance qu'on mette de haut niveau ou de bas niveau, entre guillemets, une mise à distance de ce que l'on dit par rapport à ce que l'on décrit, ou alors autisme dit de haut niveau ou dit de bas niveau. Ces reformulations, qui ne sont pas vraiment des synonymes, cela fait écho à la crainte d'une normalisation et d'une marginalisation, qui montre vraiment ce qui est et comment on le voit aussi. Comme je vous le disais, de haut niveau ou de bas niveau, ce qui est dit de haut niveau ou de bas niveau, c'est ce que l'on voit, ce qui est visible. Mais qu'en est-il de ce que l'on ne voit pas, l'autisme étant un handicap invisible? Là, ce travail